Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce matin dans ces locaux. Et on remercie encore le cabinet Jantet et Laïli Saint-Laurent de nous recevoir pour cette nouvelle seconde formation du cycle organisée par l'association TMA France, consacrée aux procédures collectives aux entreprises en difficulté et plus particulièrement aujourd'hui, on va le voir, les procédures amiables. Alors juste en deux mots, je pense que vous connaissez tous TMA, mais je vous rappelle quand même ce qu'est cette association. TMA, c'est un groupement qui comporte à peu près 53 associations dans le monde, à peu près 10 000 membres et surtout une vocation très tournée vers ce qu'on appelle le monde d'avant. Avant les difficultés trop graves, avant qu'on soit vraiment effectivement dans le liquidatif, il se passe beaucoup de choses. Et c'est la vocation Turnaround de cette association, c'est Turnaround Management Association. Et c'est celle-ci qu'on essaie de vraiment mettre en avant au cours de tous les événements qu'on organise pour aider la communauté de professionnels que nous représentons à sauver un maximum d'entreprises et d'emplois. L'association TMA en France a été recréée après un petit gap de 10 ans en 2019 avec à l'origine une dizaine de personnes moteurs. On a aujourd'hui un board d'une quinzaine de personnes, on a 130 membres. C'est une association qui est assez active et qui permet des rencontres, des échanges, du networking et qui fonctionne relativement bien. En plus, TMA, comme on l'a dit, c'est une association qui a vocation à s'ouvrir sur le monde et qui a au-dessus d'elle TMA Europe, qui organise des événements, on l'a vu à Madrid, à Bucarest il y a quelques jours et l'année prochaine à Hambourg, pour que les professionnels du restructuring en Europe se rencontrent et puissent travailler ensemble. En France, plus précisément, on essaie d'organiser 1 ou 2 événements par mois pour vous réunir, alors en présentiel, en distanciel. Alors on a repris depuis quelques temps les événements en présentiel pur et on constate que ça a du succès, assez nombreux aujourd'hui, et ça permet, eh bien là encore, des échanges, comme on va le voir aujourd'hui. Alors autour de la table, aujourd'hui, nombreux professionnels nous ont rejoints pour parler d'un thème qui est assez central aujourd'hui, c'est l'amiable, la prévention. Autour de cette table donc, Madame Arrouas, qui est effectivement présidente du tribunal de commerce d'Évry et à ce titre connaît parfaitement tout ce qui concerne les procédures de prévention, les procédures amiables, mais également les procédures collectives, qui sera moins le sujet d'aujourd'hui. Elle est également présidente de la conférence des juges consulaires de France, qui chapeaute différents tribunaux de commerce. On pourra nous en reparler plus tard. Il y a également Julie Lavoire, qui est fondatrice de l'étude ASCAGN, administrateur judiciaire, qui pratique au quotidien, bien évidemment, toutes ces procédures. Laïli Estelle Laurent, avocat associé du cabinet Jantet, qui nous reçoit aujourd'hui, qui est spécialisé en restructuring et en entreprises en difficulté. Monsieur David Lacombe, qui est conciliateur et président de la clinique de la crise, parlera aussi, je pense, tout à l'heure, brièvement, de ce que fait la clinique. Personnellement, je m'appelle Alexandre Lénivin, je suis secrétaire général de TMA France et avocat associé d'Oxynomia Avocat, et je suis également professionnel de la restructuration d'entreprise. Alors, rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, de façon à parler du traitement amiable. Et comme c'est usuel, on démarre avec quelques chiffres. Alors, avant de parler de l'amiable, on va parler du sujet racine, c'est-à-dire les procédures collectives. Ces procédures collectives, on les connaît tous, elles sont assez nombreuses, à peu près 50 000 par an, en temps normal. Je dis bien en temps normal. Depuis des années, on a eu des pics à 60, mais on sait que peu ou prou, c'est 50 000 entreprises qui tombent tous les ans. Il y a eu bien évidemment la période Covid. Alors je ne vais pas forcément m'étendre sur la période Covid parce qu'elle est très particulière.
On a eu bien évidemment une baisse, et on le voit dans les chiffres, des procédures collectives, mais au final, on peut penser que cette baisse sera épisodique et qu'on reviendra peu ou prou dans les années qui viennent à ce nombre de 50 000. On aimerait tous qu'il diminue, évidemment, mais soyons réalistes, il est normal que dans une économie, il y ait de la destruction d'entreprises. C'est normal, une entreprise, elle naît, elle vit et elle meurt. Une entreprise, c'est un projet, ce sont des hommes, et bien évidemment, ça fait partie du cycle de la vie de l'entreprise. Alors effectivement, je le disais, ces procédures collectives, et on en avait déjà parlé dans une précédente formation, au nombre de trois grandes catégories, les sauvegardes, les redressements judiciaires et les liquidations. Les liquidations représentent, et on le voit ici, la majorité, la très grande majorité des procédures collectives, parce que ce sont des toutes petites entreprises, en général, qui sont liquidées. Et cela, c'est un fait connu et qui, au final, ne fait pas partie de notre terrain de jeu d'aujourd'hui. Nous, on va s'intéresser avec l'amiable, on va le voir de par les chiffres, aux entreprises généralement de taille un peu supérieure, qui ont encore les moyens d'arriver à une solution de sauvetage. Parce que, bien évidemment, quand on est en liquidation, c'est trop tard. En liquidation, on vend les actifs. Quand on est en redressement judiciaire, et les chiffres le prouvent, la plupart des entreprises, au final, ça se termine par une cession à la barre. On peut avoir effectivement une période où l'entreprise essaie de survivre, mais c'est assez difficile. On sait que les plans de continuation en redressement judiciaire sont assez difficiles à tenir dans le temps. Il y a le cas des sauvegardes, mais là on voit effectivement, si on regarde les chiffres, sur 50 000 procédures en 2017, vous aviez 1195 sauvegardes. Sauvegarde, ça veut dire que l'entreprise n'est pas en situation de cessation des paiements. Ça concernera les entreprises qui, tout de même, ont des problèmes graves, mais pas si graves, et peuvent, on le leur souhaite, trouver une solution de restructuration interne. Mais avant cela, avant les procédures collectives, avant d'en arriver à une situation telle que l'entreprise ne peut plus faire face au paiement de ses dettes, ou en sauvegarde, vraiment à la limite, eh bien, on a les procédures de prévention, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, ces procédures de prévention, le problème, c'est qu'il est très difficile pour nous de trouver, on va dire, des chiffres. Alors, des chiffres, on en a, mais des chiffres qui nous amènent à en voir vraiment la substantifique pour elles. C'est assez difficile. Pourquoi? Parce qu'elles sont confidentielles. On vous le répétera, je pense, à beaucoup de reprises ce matin. Et donc, comme elles sont confidentielles, Madame Marouas, elle a les chiffres, mais nous, simples acteurs, eh bien, on ne les a pas, ou du moins pas tous. Alors, vous le voyez sur le tableau qu'on a réussi à obtenir, à peu près 5000 procédures à l'année. Intéressant de voir qu'il n'y a pas d'effet Covid, hein, puisque effectivement, on va jusqu'en 2021, on voit que le total, alors, pas d'effet Covid parce qu'effectivement, il y a eu, pendant la période Covid, je pense, une très grande promotion des procédures de prévention, et que donc, beaucoup d'entreprises, grâce au PGE qui était aidé, avaient un petit peu de trésor et ont pu faire de la prévention, là où avant, elles n'auraient peut-être pas pu en faire. On reparlera des coûts plus tard. En tout cas, on le voit, les procédures de prévention se composent, David va en parler dans quelques minutes, des mandats ad hoc et des conciliations. On voit qu'une répartition déséquilibrée entre les deux, beaucoup de mandats ad hoc, peu de conciliation, sachant que dans ces chiffres, la plupart du temps, on a d'abord un mandat ad hoc, puis une conciliation. Donc quand on voit 5000 procédures, on peut imaginer qu'en réalité, la plupart des procédures de conciliation ont commencé par un mandat et qu'en fait, on parle plutôt de 4000 procédures à l'année. Sur ces 4000 procédures à l'année, effectivement, il est important de voir que cela recouvre différentes catégories d'entreprises. Et c'est là où le sujet devient intéressant. Généralement, la prévention, dans la prévention, on va retrouver des très grandes entreprises, des grandes entreprises, parce que ce critère de confidentialité dont on parlera est essentiel.
Alors oui, je passerai rapidement sur l'évolution du nombre des procédures de prévention 2021-2022 parce que clairement, on n'a pas tous les chiffres et il semble qu'il n'y ait pas eu, je pense, c'est un consensus, d'évolution fondamentale, et vous nous en parlerez peut-être, du nombre, on reste autour de 5000. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, si la typologie d'entreprise ayant recours aux procédures de prévention, c'est un élément qui peut être apporté à ce débat. Et c'est la remarque qu'on a faite, il est intéressant de voir qu'on a beaucoup de procédures de prévention qui, depuis le début de l'année 2022, vont concerner des entreprises de moins de 10 salariés. Alors, c'est potentiellement assez inhabituel. Normalement, procédure de prévention, ça va concerner des entreprises, on va dire des PME, des grosses TPE, qui ont tout de même les moyens de se restructurer. Si on a constaté en 2022 une augmentation des procédures dans les entreprises de plus petite taille, c'est aussi parce qu'il y a eu une très grande promotion d'amiable et aussi des aides de l'État pour que certaines entreprises toutes petites aient accès à des médiateurs, des conciliateurs. Ça a sans doute boosté. On peut imaginer que ça a boosté, c'est le retour qu'on a eu de certains administrateurs, notamment en province, l'accès, voilà, Julie, tu pourras nous confirmer, l'accès de certaines entreprises qui en étaient un peu exclues de ce mécanisme, pour des raisons qu'on expliquera tout à l'heure, et qui ont pu rentrer dans ce process de désignation d'un mandataire ou d'un conciliateur pour les accompagner dans la gestion de leurs difficultés. Alors voilà, exactement. On n'a pas détaillé. Non, tu as tout à fait raison, c'est libre, vous pouvez intervenir. Je pense que c'est aussi l'intérêt de ces formations. Bien évidemment, et des holdings, quand il y a la holding, tu as raison, généralement, il n'y a pas de salariés et on s'y retrouve. Voilà. Alors, néanmoins, et ça, c'est peut-être le chiffre qu'on n'a pas et qui manque, et ça, c'est intéressant, c'est de savoir combien d'emplois concernent ces procédures de prévention. Il est vraisemblable que le nombre est extrêmement important. Parce que beaucoup de très grosses entreprises, toutes celles dont on parle dans la presse, passent d'abord par un mandat et une conciliation avant même d'ailleurs son arrivée en redressement. Exemple récent, par exemple, je pense qu'on peut citer une entreprise comme Camailleux, on le sait tous, c'est une entreprise qui a connu beaucoup de difficultés. Il y a eu des mandats, il y a eu à un moment dans le temps des conciliations et ça concernait d'un coup 3000 employés. Bien, voilà, donc je pense qu'effectivement, on peut le dire, ce n'est pas parce qu'on a peu d'entreprises concernées, on n'a pas un impact économique extrêmement fort. Et nous, en tant que professionnels, on le sait, généralement, nos plus gros dossiers commencent par des procédures de prévention. Généralement, si ça se passe bien, on arrive à clôturer en procédure de prévention et c'est mieux, avant de basculer peut-être sur les procédures collectives, parfois. Donc attention aux chiffres. Effectivement, peu de procédures, mais des procédures qui concernent des acteurs économiques extrêmement importants ou très importants. Et donc, quand on voit ici, il y a plus de 1000 salariés, 1%, bah oui, mais derrière, c'est beaucoup d'emplois. Et c'est pour ça qu'on en fait la promotion de ces procédures, parce qu'elles fonctionnent bien. Et je pense qu'effectivement, David, tu vas rentrer dans le dur, de nous expliquer plus précisément de quoi on parle, et pour vous donner surtout des retours d'expérience, parce que vous êtes des professionnels, vous savez ce que c'est, comment ça marche, et d'avoir un peu voilà, le retour d'acteurs qui les pratiquent au quotidien. Merci Alexandre. Juste avant de passer à la présentation du mandat ad hoc et de la conciliation, Madame la Présidente, en préparant cette présentation, on évoquait la difficulté d'avoir des statistiques sur le nombre de procédures de prévention. Vous qui êtes à la fois présidente du tribunal de commerce d'Évry et présidente de la conférence générale, est-ce que vous vous retrouvez dans les chiffres qu'on a pu récupérer de l'Observatoire des données économiques que tient le Conseil national des AJMJ, Madame la Présidente? Pas du tout. Voilà. L'intérêt de ce type de formation, c'est de rentrer... Non, mais je suis très étonnée des chiffres parce qu'on a, pour vous donner une idée, à la date d'aujourd'hui, on a eu, selon nos chiffres, 1164 conciliations et 1136 mandats ad hoc. Selon les chiffres des AJMJ, il y a eu 1079 conciliations et 2311 mandats ad hoc. Donc, où est l'erreur? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on a une différence de chiffres. Et quand on analyse tous les chiffres, là, je me suis amusée à le faire sur
sur les mesures amiables, bien sûr, puisque c'était le sujet d'aujourd'hui. On ne retrouve pas du tout les mêmes chiffres. Merci Madame la Présidente. Et un sujet, effectivement, beaucoup d'acteurs ont, entre guillemets, prédit ce fameux mur de faillite. Alors ça a été en 2020, puis en 2021, sans avoir évidemment de boule de cristal. Comment voyez-vous la situation aujourd'hui, alors que après 2 ans de franchise de PGE, on s'attend, je dirais, à ce qu'il y ait peut-être un rattrapage? Comment vous voyez peut-être plus au niveau de votre propre tribunal, à la fois, je dirais, le moral des chefs d'entreprise, ce que vous rencontrez au quotidien et la dynamique dans laquelle on s'instaure peut-être sur l'atterrissage 2022, Madame la Présidente? Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit depuis 2 ans à différents médias et notamment plusieurs fois à la télé, j'avais dit il n'y aura pas de mur de faillite. Je l'ai dit devant des millions de téléspectateurs. Visiblement, c'est bien ce qui s'est passé. Maintenant, aujourd'hui, le moral des chefs d'entreprise diminue. Diminue pourquoi? Pas forcément à cause de la conjoncture économique. Il diminue parce qu'on se retrouve avec des problèmes de salariés. Aujourd'hui, il se trouve que de moins en moins de personnes veulent travailler et qu'ils ont de plus en plus de difficultés à recruter. Donc ça, c'est un véritable problème puisque c'est quand même le cœur de cible d'une entreprise commerciale. Ils ont des difficultés à être livrés. Ils ont des difficultés avec les matières premières. Donc, en fait, si vous voulez, on a une évolution par rapport à il y a 1 an, où il y a, enfin, au tout début même de la crise Covid. Et aujourd'hui, le moral commence à baisser au niveau des chefs d'entreprise. On le sent quand on les interroge. On le sent. J'ai ouvert à PESA en 2020 à Évry, novembre 2020, et là où on avait eu 28 dossiers signalements dans l'année, on en est déjà arrivé à ce chiffre aujourd'hui. Donc, l'association qui a été ouverte par le greffier de Saintes pour les entrepreneurs en souffrance psychologique. Et donc, par rapport à ça, on se dit qu'il y a un vrai souci. On le voit quand ils viennent nous voir. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils ne viennent pas tant que ça nous voir. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vraie recrudescence de mandats ad hoc et de conciliation actuellement. Et alors, par contre, ce n'est pas, là, je vous parle de la région parisienne, ce n'est pas le cas en province. En province, tous mes présidents me disent qu'il y a une recrudescence et de mesures amiables et de procédures collectives. Mais là, alors, comment je vois les choses? Je pense qu'à partir de fin octobre, on va avoir une grosse recrudescence. Comme j'ai dit à tous mes juges, j'ai dit, dans pas longtemps, vous allez avoir beaucoup de travail. Et je le pense sincèrement. Plus je vois les choses, plus j'interroge mes présidents au niveau de tous les tribunaux de région, et plus je suis confirmée dans cette pensée. Malheureusement d'ailleurs. Bon, en sachant qu'en plus, qu'il n'y a plus le quoi qu'il en coûte, donc les entreprises se retrouvent face, ils avaient de la trésorerie. Aujourd'hui, ils réalisent que la trésorerie, ben, elle a un petit peu fondu, voire même un peu beaucoup fondu. Et ils ne vont pas retrouver le niveau d'activité, non pas qu'il n'y ait pas du travail, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de travail et tout le monde le dit. Mais je vous ai dit, les 2 facteurs, c'est qu'ils ne peuvent pas être livrés. Je vois par exemple dans le bâtiment, on a pas mal de sociétés dans le bâtiment. Ils ont des commandes, le carnet de commandes est plein. Ce qui est super, enfin, je trouve ça génial, puisqu'on dit quand le bâtiment va, tout va. Sauf que ils n'ont pas les moyens de réaliser leur chantier. Donc, c'est quand même un problème. Ils n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas d'ouvriers, et ils n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas le matériel. Donc, là aussi, ils vont se retrouver face à des problèmes parce que soit ils vont augmenter les prix des devis qu'ils avaient fait il y a 6 mois, ce qui ne va pas forcément plaire à leurs clients, soit ils vont se retrouver avec des annulations de commandes. Donc, on va se retrouver là. Jusqu'à là, c'était calme parce qu'il y avait le quoi qu'il en coûte. Derrière, il y a eu les élections. Derrière, il y a eu les vacances où tout le monde était occupé à se reposer. Sauf que là, ben, on se retrouve face à la réalité économique et à la vraie vie, et on le ressent dans nos tribunaux.
Avec des créanciers publics également qui vont commencer à réassigner. Je pense Oui, alors j'ai fait une réunion au conseil d'administration de l'URSSAF il n'y a pas longtemps, ils m'ont demandé d'intervenir. Ils en sont qu'aux mises en demeure. Et donc, quand je leur ai dit, mais ça veut dire que vous allez réassigner quand? Elle m'a dit, Madame la Présidente, ça ne sera pas avant janvier, puisqu'on n'en est qu'aux mesures mises en demeure, etc. etc. Donc, bah, là aussi... c'est le pouls. Hein, oui, c'est le pouls, mais ils en sont qu'aux mises en demeure. Il m'avait dit septembre mise en demeure, et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Merci Madame la Présidente. C'est l'intérêt justement de ce type de formation, c'est d'avoir vraiment des retours terrain. Et justement, sur les 2 ou 3 prochains slides, je vais passer relativement rapidement parce que l'idée, c'est quand même d'avoir des retours d'expérience des praticiens qui sont à la fois dans la salle et autour de cette table. Néanmoins, revenir sur ce qu'est évidemment ces 2 procédures que sont le mandat ad hoc et la conciliation. On a dans notre dispositif légal et réglementaire ce qu'on appelle entre nous la boîte à outils, de formidables instruments de règlement anticipé, amiable et confidentiel des difficultés, que sont donc le mandat ad hoc et la conciliation. Alors j'ai regardé effectivement d'où venait le mandat ad hoc rapidement. Je n'étais pas encore dans cette profession. C'est issu d'une création prétorienne, donc de la jurisprudence de tribunaux de commerce, qui ont effectivement imaginé cette technique de mandat ad hoc. Ad hoc, c'est du latin pour se faire. Donc en réalité, effectivement, la mission qui est attribuée au mandataire ad hoc, et on le verra qui peut être, est, je dirais, déterminée par le président ou la présidente du tribunal pour résoudre une difficulté. Bon. Et c'est issu de la crise immobilière des années 80-90, et ça a été légiféré dans les années 90 et plus récemment par la loi de sauvegarde. Il y a plusieurs points communs aux procédures de prévention que sont le mandat ad hoc et la conciliation. C'est le caractère consensuel, volontariste et amiable. La première démarche, c'est l'intervention du chef d'entreprise qui va voir le... Oui, donc effectivement, la première étape, c'est le chef d'entreprise qui va voir son président. Il va voir son président, effectivement. Il est, pour ce qui concerne les chefs d'entreprise qui sont avisés, généralement accompagnés de son expert comptable. Moi, je l'ai vu beaucoup. Alors, effectivement, vous nous direz, moi, dans mes dossiers, j'ai beaucoup, et de son avocat. Mais, entre guillemets, le fait que je presse pour la paroisse, dans nos dossiers, c'est bon, effectivement, c'est ce que j'ai. Mais, voilà. Alors, en train de faire, là, c'est prévu pour la fin du mois d'octobre, une formation avec l'ordre des experts comptables vis-à-vis des experts comptables pour leur apprendre déjà ce que c'est que les procédures amiables, parce que bien souvent, ils ne savent absolument pas ce que sont les procédures amiables. Et ça, c'est la première chose. Et pour leur apprendre que dès qu'ils le peuvent et dès que c'est possible, il faut qu'ils assistent au premier entretien de prévention, parce que bien souvent, on se retrouve soit avec un chef d'entreprise qui vient avec son directeur, je ne sais quoi, mais qui n'y connaît strictement rien, soit, excusez-moi pour les gens qui sont dans la salle, avec des avocats qui n'y connaissent strictement rien, parce que autant il y a des avocats qui sont très spécialisés en procédure amiable et en restructuring, autant je peux vous dire qu'il y a énormément d'avocats qui n'y connaissent rien et peut-être qui sont très forts bien évidemment dans d'autres domaines. Enfin, là, le problème, c'est de pouvoir aider un chef d'entreprise dans le bureau d'un président. Et donc, en fait, nos chefs d'entreprise sont bien seuls. Ça, c'est le réel problème. Ils sont tout seuls. Et là, je suis en train de mettre en place avec la conférence générale et l'ordre des experts comptables des formations au niveau des experts comptables pour qu'ils puissent assister les chefs d'entreprise de plus en plus, parce qu'on a réellement besoin d'eux quand on pose des questions aux chefs d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise, c'est un entrepreneur. Je parle pas des grosses structures où ils ont tout, directeur juridique, directeur commercial, directeur général, etc. Je parle du petit entrepreneur. Il sait bien faire ce qu'il sait faire, même très bien faire souvent ce qu'il sait faire,
mais la gestion, c'est pas son fort. C'est pour ça que j'arrête pas de réclamer un permis de gérer ou autre, enfin, mais disons une vraie formation, peu importe comment on l'appelle, à notre ministre, parce que si vous n'avez pas un b.a.-ba comme le fait d'avoir un permis de conduire, tout simplement, et de connaître le b.a.-ba, de savoir ce qu'il faut faire pour tenir un volant, et là, c'est ce qu'il faut faire pour avoir le gouvernail d'une entreprise, eh ben, vous ne pouvez pas y arriver. Ça n'est pas possible. Même avec la super bonne volonté de nos chefs d'entreprise. Et elle est de taille en France. Mais ça n'est pas possible. Donc, il faut de vraies formations de base. On ne leur demande pas de faire ni HEC ni Polytechnique. Des bases sur ce qu'il faut voir, sur des chiffres clés, de voir comment tenir un tableau de bord, des choses essentielles, et ne pas confondre bien évidemment le chiffre d'affaires et les bénéfices, parce que ça arrive encore énormément. Donc, tout ça... Et oui, ils ont le nez dans le guidon et le problème, c'est que derrière, l'entreprise n'est pas gérée. Je parle des petites entreprises. Et pourtant, on a des hommes et des femmes de très, très grande qualité. Les premiers conseils qui entourent le dirigeant sont justement l'expert comptable avec qui il y a un échange plus permanent, plus quotidien avec les chefs d'entreprise. Et c'est vrai que l'expert comptable est finalement souvent le premier à avoir cette information purement financière et pouvoir alerter le dirigeant sur éventuellement s'entourer d'autres conseils pour aller prendre des mesures préventives telles qu'un mandat ad hoc ou une conciliation. De la même manière que le commissaire aux comptes, justement dans le cadre de sa procédure d'alerte, est présent et est censé permettre justement cette alerte en amont même des procédures amiables instaurées par le législateur. Tout à fait. Oui, ça va mieux. On ne pourra pas couper au montage mon petit malaise. Effectivement, pour ceux qui me connaissent, c'est assez rare, mais voilà. Merci en tout cas, travail d'équipe. Il y a une question qu'on se pose, puisqu'on parle de votre retour terrain. Rien n'est indiqué sur la notion de cessation des paiements et le mandat ad hoc. C'est possible effectivement en conciliation depuis moins de 45 jours. Quelle est votre pratique à Évry? Est-ce que lorsque vous avez une entreprise qui vient vous voir, alors même que le texte ne prévoit pas toute la liste de pièces qui est prévue pour la conciliation, est-ce que vous ouvrez une procédure de mandat ad hoc si la société est en cessation des paiements? Quelle est votre pratique, Madame la Présidente? On regarde la viabilité de l'entreprise, parce que ce que tout président de tribunal souhaite, c'est de sauver les entreprises. Donc, ce qui est important, c'est de voir la viabilité. Parce que quand on vous dit, ça fait 2 ans, je ne parle pas de la période Covid, mais 2 ans que je n'ai pas payé mes loyers, que ça fait que j'ai des problèmes avec mes fournisseurs, que bon, on sait que la situation est déjà irrémédiablement compromise. Donc, si vous voulez, il n'y a pas officiellement de date de cessation des paiements dans le mandat ad hoc, comme on l'a dans la conciliation de façon obligatoire, mais néanmoins, on regarde réellement les chiffres et on essaye de naviguer à vue. Donc le dirigeant est obligé normalement de signer un papier disons, pour le changement de paiement ou d'obtenir, on a vu dans les dossiers un peu plus gros, une attestation d'expert comptable. L'expert comptable prend souvent, l'expert comptable traditionnel de l'entreprise, beaucoup de réserves quand il signe cette attestation. Et je l'ai vu récemment, il y a beaucoup de petites lignes en dessous. L'entreprise, à la date de ce que j'ai, au vu des informations qui m'ont été communiquées par le dirigeant, l'expert comptable se couvre. Et il a raison. Bien évidemment, il ne peut pas tout avoir. Beaucoup de gens qui cachent des choses parce que c'est le déni. Alors, on n'en parle pas forcément ici, mais c'est le déni qui pose souvent beaucoup de problèmes dans ce genre de situation. Après, c'est vrai que dans certaines situations, cette notion d'état de cessation des paiements, techniquement, comptablement, on pourrait être en état de cessation des paiements, mais pour les besoins de l'ouverture d'une procédure, essayer de trouver un accord amiable avec un ou deux créanciers, effectivement, qui posent réellement problème sur cette situation de cessation des paiements, pour pouvoir justement considérer que, compte tenu des discussions en cours avant même l'ouverture de la procédure,
procédure, on est en période de discussion et permettre malgré tout d'attester ne pas être en état de cessation des paiements compte tenu de ces discussions finalement en cours. Mais c'est vrai que la question se pose parfois du choix entre le mandat ad hoc et la conciliation lorsque l'entreprise se trouve dans une situation d'état de cessation des paiements au-delà des 45 jours et il arrive qu'on se demande effectivement est-ce que finalement il ne serait pas plus intéressant ou en tout cas on évite de se faire retoquer pour l'ouverture d'une procédure en choisissant le mandat ad hoc dès lors que, comme vient de le dire David, le texte ne prévoit pas justement précisément de date et de notion de cessation des paiements, même si on est dans un cadre amiable où on est censé ne pas être réellement dans cette situation. Il y a eu également des dispositions qui aujourd'hui ont disparu. Les ordonnances dites Covid ont permis aux procédures de conciliation de durer jusqu'à 10 mois. Depuis peu, on a retrouvé une période normative qui est 4 mois plus 1 mois, avec un délai de carence de 3 mois. Comment avez-vous vous géré ces procédures de conciliation? Est-ce que la durée de 10 mois aujourd'hui, vous étiez plutôt en faveur d'une prolongation de cette durée de 10 mois, ou vous estimez aujourd'hui que 5 mois, c'est une bonne durée pour traiter les difficultés des entreprises aujourd'hui? C'est-à-dire que si au bout de 5 mois, vous n'avez pas réellement trouvé des solutions, ce n'est pas la peine de continuer parce que vous continuez pour dépenser des sous, quoi. Ça ne sert à rien. Donc, effectivement, ces mesures Covid ont été très, très bonnes pendant la période Covid et le gouvernement a très bien fait de prendre ces mesures. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je suis par exemple contre les conciliations qui se renouvellent. Alors, sauf... oui, c'est-à-dire que sauf exception, parce qu'on va m'expliquer le pourquoi du comment, et beaucoup de présidents, je parle beaucoup de présidents, parce qu'on échange énormément entre nous sur les façons de faire, sur ce qui se passe dans les tribunaux. Et sauf exception, on n'est pas pour renouvellement sur renouvellement sur renouvellement. Parce que soit vous avez vraiment mis en place des mesures qui peuvent être complétées, peut-être, dans un deuxième mandat. Mais si, au bout du mandat, on vous dit « j'ai eu 3 réunions qui n'ont servi à rien », ou 5 réunions, enfin peu importe, mais à quoi ça sert? On va renouveler. Oui, si, ça sert à une chose, c'est à renouveler les honoraires des AJMJ, messieurs, dames qui sont dans la salle. Bon, mais en dehors de ça, ça ne sert strictement à rien. Là, mon but est quand même de pouvoir sauver des entreprises. Donc, non, je ne suis pas très pour le renouvellement sur renouvellement. On évoquera en fin de présentation justement l'aspect financier des procédures amiables. Donc, au terme de la conciliation, je dirais que la situation elle est binaire, soit il y a accord, soit il n'y a pas accord. Et on va laisser la parole à Julie sur justement la fin de la procédure. Accord constaté, accord homologué. Les différences, les enjeux, les intérêts. Oui, merci. Donc, accord, bon, s'il y en a un. Ouais. Voilà, donc si on parvient à un accord, sur les délais nécessaires pour parvenir à un accord, bon, forcément, je me sens obligée de rebondir tout de suite. Les délais qui s'allongent peuvent aussi servir, on n'en est pas dupe, à faire du dilatoire du côté du débiteur, c'est-à-dire à retarder autant que possible le moment où il devra se résoudre à reprendre le règlement de ses créanciers. Et là, attention, c'est un peu la limite naturelle de l'exercice pour l'administrateur mandataire, parce qu'il serait bien dommage que ces honoraires prolongés lui soient mangés finalement par une assignation en responsabilité, parce que le créancier aurait considéré qu'il a été baladé par le conciliateur pendant trop longtemps et sans qu'il y ait de raisons sérieuses de penser qu'on pouvait parvenir à un accord. Donc, la limite de l'exercice est là, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des tentations d'instrumentaliser cette procédure dans laquelle le débiteur se sent protégé, c'est confortable, c'est un abri et il ne faut pas hésiter à l'en sortir et même aussi à dire, bah, voilà, pardon, j'y arrive pas. On a peut-être parfois le tort, comme conciliateur, de ne pas savoir décrocher un dossier, de se dire, j'ai pas envie de rester sur un échec, je vais essayer encore, je vais reproposer autre chose. Et c'est très difficile le moment où psychologiquement on doit se dire, allez, vraiment, j'y suis pas parvenue.
plus, ou un autre cadre le permettra davantage, ou quelqu'un même y arrivera mieux que moi, qui ne soit pas forcément un conciliateur. C'est un exercice d'humilité. On a naturellement du mal à le faire, mais voilà, il y a aussi une composante psychologique dans cette envie de prolonger les choses parfois. Alors, si on arrive à un accord, homologation ou constatation, j'ai envie de me garder du temps pour ma partie suivante. Donc, je vais vous donner les éléments saillants qui me paraissent importants à retenir, en vous laissant le soin de reprendre les textes de loi sur la description de ces accords constatés et homologués, parce que c'est assez facile à trouver. Pour moi, les éléments saillants entre constatation et homologation, et je ne vous ferai pas forcément un comparatif entre les deux, mais c'est d'abord le sujet de la confidentialité qui est extrêmement critique. Le gros désavantage de l'homologation, c'est que la confidentialité est levée par rapport à la constatation. Elle est levée en amont parce que vous devez informer votre CSE en cas de demande d'un accord, enfin d'homologation d'un accord, et elle est levée en aval, puisqu'il est prévu que le jugement est public, et même pour enfoncer le clou, le législateur nous dit tout intéressé peut en prendre connaissance. Alors ça, c'est la partie qui angoisse beaucoup, et à juste titre nos dirigeants, puisqu'ils s'imaginent que leur fournisseur ou toute personne qui leur en veut se présentera dès le lendemain au greffe du tribunal pour demander communication de ce jugement. Alors, ça amène les juridictions à aller vers une tendance de grande sobriété du jugement, c'est-à-dire que de plus en plus, c'était moins le cas il y a quelques années, où le jugement expliquait davantage les choses, un peu à la manière, vous savez, des jugements qui arrêtent les plans de redressement ou les plans de cession avec un rappel des faits, un détail de ce qui s'est fait et les grands éléments de l'accord. Là, de plus en plus, les juridictions vont vers des jugements qui sont très sobres et où la privauté est vraiment l'emporte sur la motivation même. On a presque parfois des motivations qui sont quasi inexistantes, ce qui pourrait, le cas échéant, poser d'autres problèmes. Effectivement, le jugement est public, mais l'accord en lui-même n'est pas accessible. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe dans votre juridiction, s'il y a aussi cette tendance. Oui, mais ce qui est intéressant à voir, justement par rapport à ce qu'a dit Julie Lavoire, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on a grosso modo 1 sur 4, c'est-à-dire qu'on a une proportion de 4 constatations pour une homologation. Et c'est effectivement, entre autres, le caractère confidentiel qui fait que ce chiffre est multiplié par 4 par rapport à l'homologation. Parce que effectivement, tout d'un coup, le jugement devient public et ils ont peur que leur principal ennemi, leur principal concurrent, leur principal opposant puisse avoir accès à ce jugement d'homologation. Parfois, il y a aussi des effets en termes de cotation, justement, lorsque les sociétés de cotation ont connaissance de ce jugement, rectifient la cotation compte tenu, ayant connaissance de l'homologation d'un accord et donc de l'existence d'une procédure de conciliation, en se basant parfois sur des comptes qui sont des comptes pré-mesures justement préventives, en tout cas rééchelonnement, restructuration de la dette, et ce qui peut avoir justement des effets un peu, un impact fort sur l'entreprise et puis ensuite son accès au crédit, ses crédits fournisseurs et ses délais fournisseurs. Donc, s'il n'est pas indispensable de faire homologuer l'accord et que l'ensemble des parties acceptent et se contentent d'un accord simplement constaté, cela peut permettre justement de préserver cette confidentialité et laisser l'entreprise effectivement poursuivre son activité sans lever la confidentialité de l'accord. En retenant aussi un effet pervers à ces motivations très légères et à la non-divulgation du contenu de l'accord de conciliation, c'est que du côté des assureurs crédits, eux, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a eu un jugement d'homologation.
Ils en déduisent donc naturellement que l'entreprise est en difficulté. Et ce à quoi ils n'ont pas accès, puisque pour toutes les raisons qu'on a indiquées, qui sont en soi des bonnes raisons, le contenu de l'accord n'est pas divulgué, du coup, ils ne savent pas dans quelle mesure cet accord est solide, il est pertinent, il est cohérent, il permet vraiment de mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Donc, on peut avoir parfois un effet pervers là-dessus. Il faut aller ensuite reprendre son bâton de pèlerin et aller voir les assureurs crédits et leur expliquer dans un cadre confidentiel, cette fois, ce n'est pas nous qui nous en chargeons, mais c'est le dirigeant le cas échéant, en quoi l'accord est en fait une bonne nouvelle et pas une mauvaise nouvelle à traiter dans un scoring négatif. Deuxième élément saillant que je voulais traiter, c'est l'introduction du nouvel article L611-10-4 du fait de la dernière ordonnance du 15 septembre, donc dernière réforme. Alors en général, l'intérêt d'avoir un accord constaté ou homologué, c'était pour sécuriser les garanties qui étaient prises à l'occasion de la dispensation de nouveaux crédits. Et on a eu pendant quelques années un problème épouvantable, c'est que les accords étant devenus caducs au moment de leur résolution en cas d'ouverture d'une procédure collective subséquente, eh bien, certains petits malins, mais suivis en cela par la Cour de cassation qui a été très stricte et qui a lu le texte en collant au texte, en avaient déduit que puisque l'accord tombait, les garanties données tombaient également, c'est implacable. Donc le 611-10-4 est venu restaurer cet angle mort et y répondre en nous disant très précisément, alors je vous lis parce que je trouve la formule très belle. C'est vraiment, on a parfois le législateur qui fait vraiment du littéraire. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Donc, la caducité ou la résolution de l'accord amiable ne prive pas d'effet les clauses dont l'objet est d'en organiser les conséquences. On dirait presque un alexandrin. J'aime beaucoup cette phrase, donc je vous la lis. N'hésitez pas à vous en servir. Un autre sujet dont je voulais vous parler, c'est dans quelle mesure la demande d'accord, de constatation d'homologation permet de vous rallonger les délais. Alors, ça reboucle avec le sujet précédent, donc 4 mois plus 1, bon, il faut bien dire que ça peut faire court tout de même. Une disposition intéressante, vous la trouvez dans le L611-6, prévoit que quand vous saisissez par requête le président pour demander la constatation ou l'homologation, la procédure de conciliation est automatiquement prolongée jusqu'à ce que la décision du président ou du tribunal soit rendue. Par conséquent, vous pouvez très facilement par ce biais gagner 1 mois supplémentaire, voire 6 semaines, voire même plus en cas de renvoi. Et alors, il peut arriver qu'en réalité, la requête soit présentée alors que des conditions suspensives restent à lever, ce qui vous donne de facto, en fait, un délai supplémentaire pour le lever. C'est pareil, on essaye de ne pas trop en abuser vis-à-vis des juridictions, parce qu'après, ils nous disent à juste titre que c'est bien gentil de présenter des requêtes, mais bon, si on pouvait plutôt les leur présenter quand le dossier est vraiment ficelé, que quand il reste encore plein de choses à faire, ça serait mieux, histoire de ne pas leur faire perdre trop de temps. Et ils ont raison, néanmoins, ça peut être des tentations des différents acteurs, et je le signale à titre de tentation. Les délais en aval également, en cas d'inexécution de l'accord. On est habitué à ce que l'accord tombe tout seul parce que 90% des inexécutions, c'est la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements, donc l'ouverture d'une procédure collective qui met fin automatiquement à l'accord. Mais théoriquement, il peut y avoir bien d'autres cas d'inexécution et à ce moment-là, c'est le président à nouveau ou le tribunal qui va constater la résolution de l'accord. Et là, on a à nouveau potentiellement des délais parce qu'il est saisi par une partie, l'autre partie peut répondre, c'est contradictoire. On a le mot constatation qui tend à considérer qu'il y a un côté un peu immédiat et automatique, mais bien sûr, tout ça, c'est toujours dans le jeu des échanges et du contradictoire. Donc, encore un moyen supplémentaire de gagner du temps en aval de l'accord si besoin et s'il y a des difficultés d'exécution. Je finis sur le privilège de New Money, le fameux. Bon, c'est pareil, je ne m'étends pas, vous le connaissez tous, la possibilité d'obtenir ce privilège pour des nouveaux fonds. Je regrette un peu que ce soit moins utilisé pour les biens et services. C'est quasiment tout le temps utilisé pour du pécuniaire. Le texte prévoit aussi que les biens ou services dispensés ou fournis rentrent dans le périmètre d'un privilège éventuel. Il ne faut pas hésiter à y penser, c'est un peu la notion d'apport en nature. Certains pourront apporter des choses, mais pas de l'argent. Donc, n'hésitons pas à utiliser aussi ce système très avantageux en cas de biens ou de services. Avec cette difficulté, oui, ouais. Alors, le problème, c'est comment on le valorise. Et je pense que c'est là-dessus que ça bute.
Oui, non, non. Mais donc effectivement, on est toujours dans de l'amiable, comme l'a dit David au début de la présentation. Les accords trouvés dépendent de la volonté de tous les intervenants, en tout cas les participants à la procédure amiable de mandat ad hoc ou de conciliation, de bien vouloir trouver un accord, mais il peut y arriver effectivement qu'on est dans le cadre d'une conciliation des créanciers récalcitrants, des créanciers qui ont été trop longuement baladés, on va dire, par des promesses de paiement d'échéance et donc qui, malgré l'ouverture de la procédure, n'ont plus confiance et ne croient plus en la capacité de l'entreprise à trouver un accord ou respecter un échéancier qui pourrait être trouvé. Et raison pour laquelle, en fonction en tout cas de la situation du créancier concerné, le législateur a permis que dans le cadre d'une procédure de conciliation qui reste amiable, on puisse saisir le juge qui a ouvert, le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation, c'est l'article L611-7 qui le prévoit, pour imposer à ce créancier des délais, un report, des délais de grâce, un report d'échéance et un échéancier. Alors en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, donc ce texte et cette possibilité existaient initialement et elle a été étendue suite par une pérennisation des mesures Covid, des ordonnances Covid, qui ont permis également de saisir le juge concernant des créanciers qui, à l'ouverture, refusent d'accorder le standstill. Donc on a en fait deux cas de figure. On est face à un créancier qui a mis en demeure le débiteur ou assigné en paiement, donc le débiteur, l'entreprise qui fait l'objet d'une procédure de conciliation. Et dans ce cadre-là, le débiteur peut saisir le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation d'une demande de délai et il statue sur cette demande et peut accorder des délais qui peuvent aller jusqu'à 24 mois. Donc c'est la limite, puisque c'est un renvoi au texte donc, du Code civil 3443.5 du Code civil, qui donc est le fondement de cette demande. Et lorsque, en parallèle de cette demande faite au président qui a ouvert la procédure, il y a une procédure en paiement, une action judiciaire du créancier, le greffe intervient et fait connaître l'existence de cette demande, de cette procédure et suspend la procédure en cours au fond ou en référé, dans l'attente de la décision du président du tribunal qui a ouvert la procédure pour accorder les délais. Et la juridiction saisie est informée de l'ordonnance rendue par le président du tribunal et applique tout simplement l'ordonnance qui a été rendue. L'autre cas de figure est le cas de figure où, quand on rentre en procédure de conciliation, il est d'usage et la pratique et que l'on demande aux créanciers à qui l'on propose et qu'on le fait rentrer dans la conciliation, de suspendre l'exigibilité de sa créance le temps des négociations, le temps de la durée de la conciliation, qui est donc de 5 mois maximum. Alors, la pratique, il y a encore un an, était que les créanciers jouaient tous le jeu et acceptaient donc ce standstill, qui est le terme communément employé pendant la durée de la conciliation, l'objectif étant de pouvoir trouver un accord. On a 5 mois pour le faire et pendant ces 5 mois, de le faire sereinement, sans avoir la crainte qu'à tout moment, une saisie soit pratiquée, une action judiciaire soit pratiquée et que, effectivement, cela bloque ou freine ou perturbe l'accord qui pourrait être trouvé avec d'autres créanciers. Et parce que, effectivement, dans une procédure de conciliation, certains créanciers peuvent être enclins à trouver un accord et d'autres beaucoup moins. Aujourd'hui, la pratique est
enfin encore en milieu d'année, était que les créanciers accordaient ce standstill ou accordent ce standstill, mais de réunion en réunion. C'est-à-dire que le créancier attend de voir comment les choses se passent, avoir de l'information, avoir de la transparence pour pouvoir accorder un standstill, donc une suspension de l'exigibilité de sa créance à chaque réunion et en fonction des informations apportées, de l'évolution des négociations, ce standstill est renouvelé. Aujourd'hui, alors est-ce lié justement à cette judiciarisation finalement de la procédure de conciliation? On n'a pas forcément automatiquement dans les dossiers un standstill accordé. Il est conditionné à l'IBR qui peut être demandé par les créanciers. Il est conditionné à une actualisation des chiffres, mais ce qui ne facilite pas les choses, puisque un IBR, lorsqu'il est lancé en cours de procédure, peut prendre du temps. Et donc, bien souvent, on a l'IBR en milieu de procédure, voire tardivement. Et en attendant, pour pouvoir avancer dans les négociations, ça complique les discussions et voire même l'obtention d'accords auprès de créanciers qui, enclins au demeurant à accorder ce standstill à un échéancier, finalement se cache derrière « j'accorde mon standstill ou mon échéancier sous réserve d'un accord obtenu de tous les créanciers sur ce standstill ». Et donc, le texte qui a été pérennisé, le texte des ordonnances Covid qui a été pérennisé, permet aujourd'hui de saisir le président du tribunal qui a ouvert la procédure afin qu'il impose aux créanciers qui simplement refusent le standstill un report d'échéance, une suspension de l'exigibilité de la créance, le temps de la conciliation, donc dans la limite de 5 mois. Donc on a vraiment ces deux outils qui permettent d'obtenir, d'imposer vis-à-vis de certains créanciers récalcitrants des délais de 24 mois ou en tout cas un report, une suspension de l'exigibilité de la créance pendant 5 mois. À échoir, tout à fait. Alors, ce qui se passe, parce que évidemment, ces échéances à échoir, et alors traitement, tout à fait, et donc de le faire bien en amont et surtout à l'ouverture de la procédure pour pouvoir poursuivre ces accords. Et c'est vrai que, alors, cet effet, donc des outils louables qui permettent justement d'avancer, d'obtenir ces délais. Deux choses. Alors avant de venir un peu justement sur les effets de cette judiciarisation, la forme que cela doit prendre. Nous, avocats, on se pose la question et on voit dans certains dossiers des pratiques un peu différentes. Malgré tout, le texte prévoit bien que la saisine du juge doit se faire en la forme des référés. La forme des référés, c'est quoi? C'est par la voie d'une assignation. Donc, il faut que le débat soit contradictoire et le juge, lorsqu'il statue, le président du tribunal, lorsqu'il statue, entend et le débiteur et le créancier. Il arrive toutefois parfois qu'on voit dans des dossiers que le président du tribunal est saisi par voie de requête, ce qui veut dire, en l'absence de tout contradictoire, et qu'une ordonnance est rendue. Ça a un intérêt, c'est l'effet finalement de surprise, un peu comme une saisie, et on a cette ordonnance qui est rendue et qui permet en tout cas de faire sauter des saisies et d'avancer finalement, d'avoir cette décision de justice qui peut satisfaire le créancier qui se dit « bon, je n'ai pas accordé le standstill, de toute façon, notamment institutionnel, de toute façon, il m'est imposé par la juridiction, bon ben on fait avec et on poursuit la conciliation ». D'autant plus que le risque de procéder par voie de requête et que forcément, premier réflexe, on fait appel de cette ordonnance rendue par voie de requête pour défaut de contradictoire et donc c'est un appel nullité qui suspend les effets de la requête. Donc, enfin, en tout cas pour nos dossiers, dans notre pratique, on préconise l'assignation. Certes, il y a du contradictoire, certes, ce sont des jeux d'écriture supplémentaires, une procédure complémentaire à gérer, mais c'est quand même assez rapide et efficace lorsque la situation le nécessite. Et
on en vient justement à une question, c'est de savoir est-ce que on peut éviter finalement d'aller assigner, parce que c'est une action quand même forte, on est en amiable, malgré tout on assigne le créancier avec qui on veut trouver un accord, et on pourrait se demander est-ce que le président du tribunal qui a ouvert la procédure ne pourrait pas finalement recevoir les parties à nouveau dans son bureau et essayer finalement d'amener le créancier à la raison, d'éviter la procédure, d'éviter d'imposer des délais judiciaires et de retourner dans un cadre amiable sous l'égide du président du tribunal qui serait en mesure d'imposer ces délais. Alors je ne sais pas, je crois que Madame Arroise, vous devez nous quitter, j'ai l'impression, mais c'était de savoir est-ce que c'est une pratique que vous avez au sein de votre tribunal de pouvoir refaire venir, concilier les parties sous son égide. Bien évidemment, le principe, c'est que le juge doit pouvoir concilier les parties, mais quand on peut le faire, on n'hésite pas à le faire, parce que si on peut trouver une solution, ben, ça va arranger tout le monde et ça va sauver des familles. Il faut toujours voir que dans l'entreprise en difficulté, derrière, il y a beaucoup de familles. Donc, on n'hésite pas à le faire quand c'est possible. Merci. Je suis vraiment désolée. Merci. Mais très bonne journée à tous. Merci. Alors pour continuer sur les aspects judiciaires de ces procédures amiables confidentielles, la question se pose souvent de la compétence du tribunal qui peut être saisi pour demander l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Alors il peut y avoir du forum shopping en fonction des pratiques de certains tribunaux. La crainte d'une bascule en procédure collective et donc de l'intérêt de saisir un tribunal qui aura une pratique peut-être un peu moins à charge contre les dirigeants. Parfois, ça peut être aussi l'environnement géopolitique du dossier où il peut être plus intéressant finalement d'aller saisir un autre tribunal que le tribunal devant lequel on est censé, qui a juridiction. Donc, on peut avoir un intérêt à faire du forum shopping. Néanmoins, ce forum shopping est encadré et des règles doivent être respectées. Alors, sur la compétence d'attribution, bien évidemment, on est devant le tribunal de commerce pour tout ce qui concerne les entreprises avec une activité commerciale ou artisanale. Et sinon, donc, dans les autres cas, une association par exemple, on est devant le tribunal judiciaire, le TGI, le président du TGI qui peut ouvrir ces procédures. Sur le tribunal donc territorialement compétent, c'est le tribunal donc du lieu du siège social, donc le lieu où l'entreprise a son siège social, et pour les entrepreneurs individuels, donc du lieu où on a fixé l'adresse de son entreprise. Alors, quand on parle de forum shopping, justement, on peut, si on a anticipé correctement les choses et que l'on souhaite changer de tribunal, décider de changer de siège social, mais il faut le faire à minima 6 mois avant la demande d'ouverture, puisque sinon, malgré le changement de siège social, si on fait cette demande d'ouverture dans les 3 mois, c'est le siège social initialement compétent qui demeurera, qui aura juridiction. En matière de compétences territoriales au niveau européen, le critère de compétence du tribunal est celui du centre des intérêts principaux, c'est-à-dire d'où proviennent les décisions de gestion qui va primer. Bien souvent, le siège présumé de ce centre des intérêts est le siège social, mais évidemment, on peut démontrer que le centre des intérêts principaux se trouve dans une autre juridiction, donc dans un pays des États membres, pour pouvoir faire ouvrir une procédure principale dans ce pays d'où proviennent les décisions. Et puis, il y a la question des tribunaux de commerce spécialisés, donc, qui ont été créés par la loi Macron en
en 2015, puisque comme vous le savez, un certain nombre donc, de tribunaux spécialisés ont été constitués, qui sont, pour la plupart dans les grandes villes, il y en a 19 en France, donc pour ne pas les citer, Bobigny, Bordeaux, Toulouse, voilà, Paris évidemment, donc plusieurs tribunaux spécialisés, et ces tribunaux évidemment sont des tribunaux spécialisés avec des chambres spécialisées qui sont amenées à pouvoir traiter avec voilà, les compétences, le savoir et les effectifs suffisants pour traiter de dossiers d'envergure, et ces dossiers concernent les dossiers, les entreprises qui sont concernées par des seuils fixés par décret. Alors ces seuils ont été modifiés et aujourd'hui donc il s'agit des dossiers qui concernent des entreprises qui emploient 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros, ou bien critère, on sort le critère des salariés et on reste sur un critère de chiffre d'affaires, et il s'agit des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros. Donc dans ces cas-là, l'entreprise concernée avec ces critères doit saisir donc le tribunal de commerce spécialisé, quand bien même son siège social serait dans un autre tribunal. Donc cette compétence des tribunaux spécialisés est obligatoire en procédure collective, elle est facultative en procédure amiable. Facultative, donc c'est au choix du débiteur d'aller saisir immédiatement le tribunal de commerce spécialisé en amiable, même s'il n'en a pas l'obligation. Donc là, c'est vraiment une discussion et des discussions, une stratégie à avoir en amont pour savoir dès l'ouverture de la procédure amiable, est-ce que l'on a intérêt à saisir le tribunal de commerce spécialisé, même si on n'en a pas l'obligation, parce que l'on sait ou on anticipe éventuellement que la procédure amiable pourrait suivre une procédure collective et donc tout de suite saisir ce tribunal de commerce spécialisé. Par ailleurs, ce critère a été redéfini, élargi concernant justement ce que disait Christophe, les sociétés holding, puisque dans certains dossiers, comme le dossier Rallye, on a vu des procédures, alors là c'est sur du collectif, mais des procédures ouvertes sur la base de ces critères, où on était sur une société holding qui finalement n'avait pas ni 250 salariés, ni n'atteignait pas un niveau de chiffre d'affaires qui est celui prévu par décret, et donc ouvrait des procédures sans passer par le tribunal de commerce spécialisé, ou dont les conséquences finalement dans le traitement, l'ouverture de classes de créanciers ou autres dans les procédures collectives échappaient aux procédures de classe. Et donc ce critère doit être analysé au niveau du groupe, et la société holding qui détient ou contrôle des filiales dont finalement au niveau du groupe les chiffres atteignent les critères pourra facultativement en procédure amiable saisir le tribunal de commerce spécialisé, ou devra en procédure collective aller devant le tribunal de commerce spécialisé. Tout à fait, que les conciliations. Ce qui est problématique et ce qui... Tout à fait, mais donc dans ces situations-là, comment fait-on? On saisit le président de la cour d'appel ou de la cour de cassation si on est dans des ressorts de cour d'appel différents, et on va demander au président du tribunal de la cour d'appel ou de la cour de cassation une déportation du dossier pour que dès le mandat ad hoc, le dossier puisse être traité devant un tribunal de commerce spécialisé ou rapatrié, parce que l'on sait qu'on va avoir toutes les filiales qui vont venir, et obtenir donc cette déportation du dossier sur un tribunal de commerce spécialisé. Merci Christophe, ça m'a permis de faire ma transition sur justement cette possibilité de changer de tribunal. Alors ça peut être pour une raison justement la volonté d'aller devant un tribunal de commerce spécialisé, mais ça peut être aussi pour d'autres raisons, en cas de conflit d'intérêts, en cas aussi justement d'environnement trop politique dans le traitement d'un dossier, de voir la nécessité d'aller porter le dossier ou de faire ouvrir une procédure devant une autre juridiction.
Moi, je pense qu'il faut être très clair sur cette question et pas vendre aux dirigeants davantage que ce qu'on peut leur donner. Voilà, et qu'il faut bien distinguer la restructuration au sens obtention de délai sur un prêt qui de fait est en défaut, parce qu'on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, et la restructuration, recapitalisation. Parce que si vous me trouvez un accord homologué avec une bonne grosse recapitalisation, en fait, vous réglez votre problème. Ça se verra dans les comptes et votre notation va remonter. Ce qu'il faut dire, c'est que la meilleure manière de résoudre les difficultés d'une entreprise, c'est d'aller lui restaurer ses fonds propres. Et traditionnellement, on s'engage dans la voie de on tire les délais, on fait des échéances, etc. Il faut être clair sur le fait que c'est une solution subsidiaire qui forcément sera moins bonne. Hein. Les données économiques, la réalité économique, c'est qu'il n'y a pas mieux que les fonds propres et on ne remplace pas des fonds propres ou une exigence de fonds propres. Et c'est normal que le marché, en coté ou en non coté, réagisse négativement à des solutions qui ne sont pas restauratrices de fonds propres. Alors, c'est la partie un peu récréative de la conférence parce qu'il y aura plein d'images. Ceux qui me connaissent un peu savent que je fonctionne beaucoup par l'UBI, donc c'est la dernière en date. Maintenant, Madame Arrouas le disait tout à l'heure, il n'y a pas en tant que tel de mur des faillites et elle vous parlait de problèmes d'inflation, de problèmes de recrutement, de problèmes de chaîne logistique. Pour vous dire quoi, que avant on avait une distinction assez nette entre entreprises in bonis, entreprises en difficulté. En fait, plus ça va, plus nos entreprises en difficulté sont aussi des entreprises tout court qui sont confrontées, comme toutes les autres, à un écosystème extrêmement variable et plein de défis qu'elles doivent relever. Et on ne peut pas traiter une entreprise en difficulté si on n'a pas une vision 360 des entreprises et des sujets auxquels elles sont confrontées aujourd'hui. La blockchain et les crypto-monnaies en est une. Donc, c'est, même si on n'a pas encore beaucoup de cas d'application concrets dans les dossiers, une technologie qu'il faut comprendre. En termes prospectifs, il faut pouvoir anticiper à quoi ça va nous servir, quels sont les risques aussi, et savoir traiter ça comme professionnel. Donc, je m'y suis collée pour vous parce que l'année dernière, c'était complètement abscon et mystérieux. C'est un marché qui a beaucoup fait parler. À la même époque, l'année dernière, on avait atteint 7 000 milliards de dollars de capitalisation en crypto-monnaie. Là, on est redescendu à 1 000 milliards. Donc, certains vont dire c'est la preuve que ça ne marche pas, c'était une bulle. Bon, il y a quand même une technologie derrière, mais finalement, je me sens plus confortable pour vous en parler un an après parce qu'on va éviter toute la partie spéculative un peu idiote, j'en achète parce que je pense que ça va monter, et on va pouvoir se concentrer vraiment sur les cas d'usage en sortant de la frénésie spéculative.